Reinvent, c'est 5 jours de conférence, c'est 50 000 participants, c'est plus de 2200 sessions techniques. Vous pouvez estimer à peu près 200 annonces de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux services. On a une structure organisationnelle qui facilite, qui favorise l'innovation. On a beaucoup de petites équipes qui sont indépendantes, choisissent leur roadmap, choisissent leurs outils, leur langage de programmation, etc. Bienvenue dans Because, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien et que vos clients aussi. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Because, et nous recevons aujourd'hui justement Sébastien Stormack. Bonjour Lionel. Je te remercie d'être présent pour cette interview, pour ce Because, par rapport à AWS Re:event pour cette année 2022. Ouais, Reinvent, c'est une énorme conférence AWS, donc merci de me donner la possibilité d'en parler, de parler de ce que ça change pour les clients AWS. Et en effet, il y a eu pas mal d'annonces, donc c'est vrai que ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Pour ceux justement qui ne connaissent pas trop Re:event, je pense que tout le monde connaît AWS, mais est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que Re:event ? Donc AWS Reinvent, c'est la conférence client d'AWS qu'on tient annuellement, donc tous les ans, à Las Vegas depuis 10 ans maintenant, puisque le cloud AWS a 16 ans là maintenant, va fêter ses 17 ans en 2023, je vais dire ça comme ça, et ça fait 10 ans qu'on réunit nos clients pour faire un peu l'état des lieux, où on en est, c'est quoi le business du cloud aujourd'hui, où on va, si on regarde vers le futur, et puis en général, c'est une grosse caisse médiatique qu'on utilise également pour faire les annonces de nouveaux services ou de nouveaux produits, et donc il y a beaucoup d'équipes services au sein d'Amazon, ou d'AWS en tout cas, qui utilisent Reinvent pour en profiter de faire l'annonce pendant ces grandes conférences. Tu sais, c'est des milliers de personnes qui sont dans une salle pour regarder notre CEO Adam Slepitsky dans une keynote, ou Werner Vergels, notre CTO, dans une keynote, et ils en profitent pour dire et on vous annonce la disponibilité de X, Y, Z, et on va reparler de quelques-unes de ces annonces qui ont été faites aujourd'hui. Je les ai pas comptées, mais enfin, dans mon équipe, on écrit les blogs qui dit j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui la disponibilité de, et on avait préparé 80 blogs à peu près. Tous n'ont pas été publiés parce que parfois il y a des services qui à la dernière minute ça se décale un peu, ça va sortir plus tard, etc. Mais donc ça, et nous on couvre que avec les blogs que les grosses annonces. Après il y a des tas de petites choses incrémentales qu'on ne couvre pas en bloguant, donc vous pouvez estimer à peu près 200 annonces de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux services. Ce qui est énorme, hein, 200 annonces. Ce qui fait qu'en effet, c'est un condensé de beaucoup de nouveautés. Et c'est assez étonnant. Et justement, par rapport à ça, comment AWS, justement, quelle est sa politique de pouvoir sortir autant de nouveautés? Quel est le but? Est-ce que c'est de l'amélioration continue? Quelle est la direction qui est prise par rapport à ça? Le but, c'est d'améliorer c'est de faciliter la tâche à nos clients, faciliter la vie de nos clients. Donc on écoute leur feedback, on écoute les commentaires. Nos product managers sont des gens qui sont extrêmement en contact avec le terrain, qui participent à des réunions clients avec les gros clients, et même avec des petits parfois, mais souvent avec des gros clients, pour écouter qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui n'est pas là dans l'ensemble des services que vous utilisez aujourd'hui, quelles sont les frictions que vous avez, qu'est-ce qui manque, comment est-ce qu'on peut rendre la vie plus facile. Et puis on se remet autour de la table à dessin et on imagine le futur. Il faut 80-90% de la roadmap AWS est drivée par les feedbacks clients. Pas que. Il y a quand même ce petit 10% où on vient parfois avec des trucs où on nous attend pas nécessairement. C'est pas les clients qui le demandent. T'as peut-être déjà entendu ça, hein. Il y a cette phrase qui est attribuée à Henry Ford, le créateur de la marque de voiture Ford. Je pense pas que ça soit vraiment de lui, mais ça lui est attribué, qui dit si je demande à mes clients ce dont ils avaient besoin, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. C'est ce qui veut dire on peut pas toujours voilà, il faut pas uniquement suivre les clients. Parfois, il faut disrupter aussi, et il faut vraiment innover. Donc, on a à peu près ce ratio 90% drivé par les feedbacks clients et 10% par l'innovation pure. Et comment est-ce que cette machine AWS est capable de produire autant de choses? C'est parce qu'on a une structure organisationnelle qui facilite, qui favorise l'innovation, où on a beaucoup de petites équipes qui sont indépendantes, qui peuvent choisir. Quand je dis indépendantes, c'est vraiment elles choisissent leur roadmap,
choisissent le pain point, le problème auquel elles vont s'adresser, choisissent leurs outils, leur langage de programmation, etc. Je parlais la semaine passée avec quelqu'un d'Amazon Prime Video qui me disait, dans mon équipe, on développe en Swift, le langage de programmation d'Apple, sur le Ah! serveur. Des Mmh. serveurs donc Linux, mais on a choisi le langage de programmation Swift, ce qui n'est pas très courant encore aujourd'hui, mais ça montre le degré d'autonomie. Il y a juste un langage qui est interdit historiquement. Je crois qu'il n'y a plus de bonne raison de l'interdire. Aujourd'hui, c'est PHP, mais à l'époque, il était perçu comme moins sécurisé. Cette seule bannie. Le reste, les équipes choisissent ce qu'elles veulent, les outils qu'elles veulent, et elles opèrent en mode full DevOps, autonome. You build it, you run it. Donc tu construis quelque chose, tu le déploies. C'est des petites équipes indépendantes, des tas de petites équipes indépendantes qui fabriquent des choses ensemble. Ça fait beaucoup de choses en sortie. Il y a très peu de pipe, de gate. Évidemment, il y a des reviews, des PI, de sécurité, etc. Il faut quand même que ça rentre dans un process. Mmh. Mais voilà, c'est la structure organisationnelle héritée d'Amazon. C'est pas spécifique à AWS, ça vient de l'ADN qu'on partage avec la maison mère, avec Amazon, qui met en place cette culture d'entreprise qui favorise l'innovation. D'accord. OK. Non, mais c'est vrai qu'en termes d'innovation, il y en a beaucoup et j'ai bien aimé aussi le fait que vous fassiez participer justement les certaines entreprises. On a vu des grosses entreprises qui étaient présentes à ce moment-là. Je me souviens je crois que c'est cette année qu'il y avait eu Ferrari, c'est bien ça? Oui, Ferrari était là. Donc, ouais, pour revenir à ça, si je reviens à Reinvent et je vais en débouler sur les entreprises juste après, Mmh. c'est 5 jours de conférence, du dimanche au vendredi à peu près, 5 jours et demi. C'est 50 000 participants, c'est plus de 2200 sessions techniques. 2200 sessions techniques. Bon, alors, pas toutes uniques, il y en a qui se répètent parfois pour nous permettre d'assister à 2 sessions quand il y a des conflits d'agenda, par exemple, qui se Mmh. répartit sur 4 hôtels à Las Vegas. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Las Vegas, mais un hôtel à Non. Las Vegas, c'est énorme, avec un casino, un hôtel, un centre de conférence, etc. Donc, c'est 4 hôtels. Il y a 4 grandes keynotes sur la semaine. Il y a celle de Peter DeSantis, qui est notre VP infrastructure, qui, en général, lève un coin du voile sur les data centers, sur le réseau, etc. C'est une keynote plutôt technique où il parle CPU, il parle réutilisation de l'eau, enfin, c'est très infrastructure, data center. Il y a la keynote d'Adam Slepitsky, qui est le CEO d'AWS, l'homme qui gère tout AWS, qui rapporte à Andy Jassy directement côté Amazon, qui lui est une keynote plus State of the Union, business. C'est le CEO, donc on parle plutôt aux entreprises. Il y a une keynote par Swami, je ne dis que son prénom parce que j'ai du mal à prononcer son nom de famille, qui est notre VP en charge des bases de données, du stockage, de l'analytique, du machine learning, donc tout ce qui concerne la donnée, qui est une keynote évidemment plus orientée analytics et AML. Et puis il y a une keynote de Werner Vogels, qui est l'historique CTO d'Amazon, le Chief Technology Officer d'Amazon, qui est européen d'ailleurs, c'est un Hollandais, qui lui traditionnellement parle plutôt technique aussi, plutôt aux développeurs, avec des messages. C'est une rockstar. C'est un gars qu'on arrête dans les couloirs pour signer des autographes ou faire des selfies avec lui. Ces 4 keynotes sont visibles sur YouTube. Là, au moment où je parle, il y a déjà plus de 50 000 views sur la keynote de Werner depuis quelques semaines puisqu'on enregistre cet épisode en décembre 2022. Donc depuis quelques semaines qu'elle est publiée sur YouTube. Il y a déjà 50 000 views. Les grosses annonces se font pendant ces keynotes-là. Et pendant ces keynotes, souvent, on amène des clients sur scène, et c'est comme ça que je rebondis sur ta question. Je crois que ça fait aussi partie de l'ADN de communication d'Amazon, et quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. On préfère mettre nos clients en avant que nous-mêmes. C'est plus efficace aussi en matière de communication, soyons clairs, quand c'est le client qui le dit que si c'est le vendeur qui le dit. Donc, c'est efficace pour le client. Et puis c'est toujours un moyen. Moi, j'adore parler aux clients WS parce que on a des clients dans tous les secteurs d'activité, dans des petits startups, des individuels, des freelances, jusqu'aux grandes boîtes du CAC 40, des institutions gouvernementales, etc. Et donc, on a des use cases complètement différents, quoi. Il y a des gens qui appliquent du machine learning pour trouver quelle est la meilleure pub à appliquer dans le prochain écran pub dynamique que tu vas voir à la télé, ou des gens qui font de la manipulation de génome et de la recherche pour fabriquer Moderna, par exemple, qui a fabriqué le vaccin Covid en des temps records grâce aux capacités de calcul et d'analytique. Tu as mentionné la Formule 1 qui reconçoit les voitures, donc qui font des simulations d'aérodynamisme des voitures pour que des voitures en course
puisse se suivre de beaucoup plus près, pour qu'il y ait moins de perturbations à l'arrière d'une voiture, pour que les voitures puissent se suivre de plus près, pour faire plus de spectacles. Parce que finalement, que ça soit la FIFA ou la Formule 1, l'idée c'est de vendre du show et du spectacle, et donc il faut qu'il y ait des gens qui regardent. Ils utilisent le cloud AWS par ça peut être la détection de tremblements de terre. Enfin voilà, ça part dans tous les sens, et c'est toujours très très chouette de parler avec les clients. On avait un client français d'ailleurs, Cocorico, cette année, qui Ah, était dans la keynote d'Adam Stepitsky. C'était Engie, parce que Engie a oui. fait un pivot il y a quelques années, un recentrage sur la donnée, euh, vraiment mettre la donnée au cœur de tout ce que fait l'entreprise. Et donc, il faut mettre en place des systèmes, des politiques, des gouvernances pour pouvoir agréger de la donnée, mais aussi pour pouvoir l'utiliser, la partager, un data lake, entre autres. Et la nouvelle CTO d'Engie elle s'appelle Bijana Kajtovic, était la CIO pardon d'Engie Group, était sur scène avec Adam, donc l'équipe AWS France était très fière d'avoir un client français à la keynote, à une des keynotes. Non, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est un nombre de clients qui est vraiment vaste. J'avais même vu qu'il y avait aussi une autre keynote où il y avait un des responsables de Lego par rapport au Oui, serverless. ouais, Lego C'était c'est un de nos vieux clients traditionnels. Ils font plein de choses en serverless. Et on peut remonter à Reinvent d'année en année. On trouvera toujours des talks de Lego et ah! comment ils utilisent le serverless pour des tas de cas d'utilisation, que ce soit de la production chez eux, de la conception. Enfin, il y a des tas de cas. C'est une boîte extrêmement technologique, Lego. C'est assez intéressant ce qu'ils font. Et donc justement par rapport à ça, au niveau des annonces, quelles seraient les annonces les plus intéressantes sur lesquelles tu pourrais nous parler? Alors, les plus intéressantes, ça dépend vraiment de ce que vous faites et de vos cas d'utilisation. Mais disons que cette année, moi, je retiens 3 thèmes principaux. Et puis Mmh. après, on peut casser par catégorie de produits, genre analytics, serveur, réseau, sécurité, et cetera. Mais dans les grands messages à faire penser ou à faire passer, pardon, les grandes tendances qu'on observe, moi, j'en voudrais 3. La première, c'est le ratio prix-performance ou prix écologie, performance écologie. Donc c'est Mmh. en faire plus pour moins de coûts et moins de ressources, donc moins d'électricité, moins de chaleur, etc. C'est clairement quelque chose sur lequel AWS innove depuis plusieurs années. On construit nos propres CPU, on conçoit nos propres générateurs d'électricité, les switches électriques, les data centers, les serveurs, tous les éléments réseau, c'est du conçu maison, c'est du fait maison, ça n'a pas commencé comme ça, mais ça a évolué comme ça pour des tas de raisons que je pourrais expliquer après si on veut. Mais Mmh. et dans cette tendance-là, on a annoncé l'idée de pouvoir être neutre en consommation d'eau d'ici quelques années. J'ai pas la date en tête, je suis Je crois désolé, que j'ai pas le. c'était environ 2025 ou 2030, c'était quelque Ouais, chose c'est comme ça. très bientôt. Mmh. On peut rechercher sur internet pendant que tu poseras la prochaine question. Mais l'économie d'eau est super importante dans les data centers, puisque vous savez que les data centers, pour 1 watt d'électricité utilisée pour alimenter un serveur ou une baie de stockage, il faut 1 watt pour le refroidir également. Souvent, ce refroidissement se fait par eau. Nous, dans nos data centers, on essaye d'utiliser de plus en plus d'air, notamment dans les régions les moins chaudes. Le data center qu'il y a en Suède, par exemple, en Irlande, on n'a pas besoin d'énormes quantités d'eau, et on a un benchmark par rapport au reste de l'industrie où on consomme beaucoup moins d'eau que les autres data centers. On essaye de recycler l'eau également, voire la redistribuer aux collectivités locales autour. En Oregon, par exemple, on redistribue l'eau aux fermiers qui sont à proximité du data center, de manière à ce qu'ils puissent irriguer les champs. Donc il y a vraiment un thème de sustainabilité là, comment on dit sustainabilité en français, de développement durable à long terme Mmh. sur les matériaux qu'on utilise. Les autres années, on avait parlé des fermes d'énergie solaire ou d'énergie éolienne que nous construisons pour alimenter les data centers. Cette année, on avait mis le focus un peu plus sur l'eau et des nouveaux chipsets aussi, essentiellement dans le domaine de l'AIML, qui permettent d'augmenter ce ratio prix-performance ou performance watts, de manière à pouvoir faire des entraînements de très gros modèles. Tu sais, GPT-3 par exemple est très à la mode pour le moment avec Mmh. OpenAI, avec DALL-E, avec ChatGPT. Ce sont des modèles qui ont des milliards de paramètres, qui demandent des monstres de calcul parfois pour entraîner. Et donc, on conçoit des CPU spécifiques pour ces entraînements-là. On a sorti à l'occasion de Reinvent, on a annoncé un nouveau CPU
pour ce genre de tasks. Donc ça, c'est le premier thème, c'est plus pour moins, plus de performance pour moins de watts et moins d'eau, pour avoir un business plus durable dans la consommation des ressources. Le deuxième thème que j'ai repéré, c'est la consolidation, la facilité d'utilisation. Tu sais, j'ai dit au début que chez AWS, c'est beaucoup d'équipes indépendantes Mmh. qui vont chacun de leur côté et produisent des services chacun de leur côté. C'est pour ça que parfois il y a un peu d'overlap aussi dans les services. Vous dites, tiens, si je veux faire ça sur AWS, il y a que 3 façons différentes de faire. Quelle est la bonne? C'est aussi à cause de l'indépendance. Et là, on rentre dans une phase de maturité où ces équipes se mettent autour d'une même table et se disent, OK, j'ai créé Athena d'un côté, j'ai créé Redshift de l'autre, pour donner 2 exemples. Donc Athena, c'est un service de query serverless sur S3, Redshift, c'est un data warehouse. Mmh. Comment est-ce que les 2 fonctionnent ensemble? Jusqu'à maintenant, il y avait moyen, mais c'était à vous, client, de faire un script, De configurer. de configurer une intégration, d'écrire un peu de code. Et on vient de plus en plus avec du out of the box, où Athena peut interroger Redshift, ou Redshift peut utiliser du Spark, où on peut mettre des notebooks dans ceci, etc. Donc des intégrations out of the box entre différents services qui existent, de manière à vous simplifier la vie, que vous ayez moins de code à écrire, moins de configuration, que ça soit plus clic, 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 et directement accessible. Donc ça, c'est la deuxième tendance. Intégrer, unifier, simplifier l'utilisation des services AWS. Et la dernière tendance, est plus métier, et c'est une tendance à aller en vertical. Euh, il y avait le cloud génération 1, où c'était un cloud d'infrastructure, on venait avec des virtual machines, du réseau, des load balancers, et tous les trucs que les gens de data center aiment bien, qui a Mmh. évolué après en serverless, on pourra en reparler, plutôt pour les application developers. Mais de plus en plus, on voit des fonctions métiers apparaître dans le cloud. Par exemple, cette année, on a lancé un outil de gestion des supply chains, des chaînes d'approvisionnement, quelque chose Mmh. bien chez Amazon, Amazon.com, gérer ses fournisseurs, gérer la logistique, etc. Mais voilà, une solution verticale pour la gestion des supply chains. Une autre solution verticale, c'est une solution d'analyse de génomique, ça s'appelle Omics, pour stocker, pour analyser et faire des queries de données génomiques pour les labos pharmaceutiques ou les biomèdes, les startups qui travaillent dans ce domaine-là. L'autre qui m'a impressionné, et je vais arrêter là, c'est le dernier exemple que je vais donner, c'est SimSpace Weather. SimSpace Weather, c'est un simulateur de système. C'est important de simuler des systèmes. Les exemples qu'on donne dans l'annonce, c'est imaginez que je sois en charge de l'organisation d'un événement sportif majeur qui se passe dans un stade ou qui se passe à l'échelle d'une ville ou d'un pays, des Jeux Olympiques, une Coupe du Monde de foot, des choses comme ça. Et c'est important de pouvoir simuler les flux de gens autour du stade, comment ça va impacter le trafic, comment, où est-ce qu'il va y avoir des bouchons, où est-ce que je peux mettre mes points de contrôle de sécurité, où est-ce qu'il faut prévoir des zones de dégagement, où est-ce qu'il faut prévoir des postes de secours, etc. Donc, quand on fait des simulations à très large échelle, imaginez à l'échelle d'une ville, avec des millions d'objets à simuler, des millions de personnes, de voitures, etc., qui se déplacent indépendamment les uns des autres. Il faut énormément de puissance de calcul pour pouvoir faire ça. Et on a introduit un nouveau service qui s'appelle donc SimSpace Weather, qui permet de faire ce genre de simulation à très très grande échelle, couplé avec un engin de jeu, je crois que c'est Oui, Unreal Engine, Unreal Engine, pour l'aspect graphique, représentation. Une simulation, c'est toujours bien, mais c'est très abstrait. C'est plus efficace quand on peut la représenter. Et Unreal Engine, c'est un engin 3D qui permet de représenter des choses comme ça. Donc, c'est le troisième thème. AWS quitte un peu le domaine de l'infrastructure, enfin, quitte. On ne quitte pas, évidemment. Démarre d'autres domaines basés sur ces fondations qu'est l'infrastructure qu'on maîtrise bien maintenant, vers des offres plus métiers, plus verticales. d'accord. Non, en tout cas, c'est vrai que déjà avec ces 3 grands thèmes, il y a des il y a déjà beaucoup à faire. Donc, bah, du coup, on va commencer justement par, le thème consommation et par rapport à ça, justement, on a remarqué que, comme tu disais tout à l'heure, de plus en plus, AWS s'arrangeait pour pouvoir consommer de moins en moins et pour pouvoir fournir plus de services. On a eu justement par rapport à ça, c'est Graviton 3, c'est bien ça? Mmh. On a eu le C'est processeur correct, Radio Tendra ouais. et ce que j'avais remarqué et ce qu'ils avaient précisé aussi lors du re-event, c'est qu'au niveau des coûts, ils s'arrangent pour que les coûts aussi restent stables et justement comment réussir justement cet exploit façon de parler, mais c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose de mieux au Pour le même même prix. prix? Ouais. Parce que ça nous coûte moins cher. Ah! Hem,
Donc Graviton, pour laisser rattraper tout le monde, Graviton, ce sont des processeurs conçus par AWS, plus spécifiquement une société israélienne qu'on a rachetée il y a quelques années qui s'appelle Annapurna Labs, Annapurna comme le nom de la montagne, qui conçoivent des CPU pour Amazon en général, pour AWS. Et un des CPU qu'ils conçoivent, c'est un CPU à base d'une architecture ARM, qui est donc ouverte, licenciable par n'importe qui, qu'on met dans nos serveurs. Là où typiquement vous aviez avant des serveurs AMD ou Intel x86, x64, de plus en plus de nos serveurs maintenant, je parle des serveurs physiques, là où tournent les autres services, où tournent vos virtual machines, utilisent ces processeurs ARM. Alors pourquoi des processeurs ARM? C'est la même architecture que ce que vous avez dans votre téléphone. Hein. ARM, c'est pas nouveau. Ce sont des processeurs qui sont connus pour pouvoir délivrer pas mal de performances en parallèle, donc sur plusieurs cœurs, pour moins de watts, moins de puissance électrique que des processeurs équivalents. Et c'est pour ça qu'ils ont atterri d'abord dans vos téléphones d'ailleurs, c'est parce que la batterie d'un téléphone est un élément clé. Et pour avoir de la longévité, ou en tout cas un peu de longévité, pas assez à notre goût toujours, dans les téléphones, il fallait des processeurs qui consomment moins. Et on les met sur le serveur maintenant parce qu'on arrive à avoir des performances équivalentes. Euh, le ratio performance watt est équivalent. Ça veut dire que les performances sont un peu en dessous, mais ça consomme beaucoup moins, ou sont équivalentes et ça consomme beaucoup moins. Et puis, c'est pas beaucoup de travail pour des développeurs de déployer une application sur un serveur ARM parce que c'est le même Linux. Vous prenez votre Ubuntu, vos Red Hat ou votre Amazon Linux sur ARM, c'est les mêmes repos de package, donc vous pouvez faire votre yum install ou votre apt-get. Et puis, si vous développez en Java, en Python, dans tous ces langages-là, il faut même pas compiler. On déploie son code et il va fonctionner sans aucun changement sur ARM. Si vous utilisez des langages compilés, je parlais de Swift tout à l'heure, mais évidemment Go, Rust ou des choses comme ça, là il faut juste recompiler, la plupart du temps ça marche. Les rares fois où vous devez vraiment changer le code, c'est quand vous faites du code super bas niveau en C, C++, avec des librairies très spécifiques, ou aller chercher des jeux d'instructions spécifiques à des CPU. Là oui, il faut un peu réécrire, mais on vous accompagne aussi, on a des toolkits pour vous aider à identifier ça et à migrer ça. Donc ça veut dire que je parlais avec un client dans un de mes podcasts, je fais un peu de pub pour mon podcast AWS en français, c'était en 2022, et le client tourne des gros clusters d'analyse. Donc, il démarre des énormes clusters de plusieurs dizaines de nœuds pour analyser des données avec des jobs Spark qui vont aller traiter des données, faire du number crunching, et puis quand ils n'en ont plus besoin, ils arrêtent le cluster. Ce client est passé d'un cluster à base d'Intel sur du Graviton, donc sur de l'ARM, en changeant une ligne de code. Puisque pour le cloud, l'infrastructure, c'est du cloud aussi. Donc, la manière de définir son infrastructure, c'est du cloud. Et ils ont juste changé une ligne. Là où on disait, j'utilise un serveur de type machin chose sur Intel, ben maintenant, j'utilise un serveur machin chose qui est tout fait d'un serveur ARM. Puis, ils ont redéployé et ils ont vu que ça marchait. Alors, évidemment, ils ont gardé la solution en test pendant quelques semaines avant de passer en prod. Mais c'est tout. Ça a marché. Voilà, c'est ça la magie. Et pourquoi c'est magique? Parce que le ratio prix-performance est meilleur que sur Intel. On peut avoir des ratios prix-performance jusqu'à 4 fois meilleurs sur Graviton. Évidemment, ça dépend des workloads, ça dépend des applications. Donc, faites de vos tests vous-même avec vos propres applications. Et le prix, puisque ça nous coûte moins cher également, on ne doit pas acheter des CPU à quelqu'un d'autre, on les fait fabriquer nous-mêmes, et puis ça consomme moins d'électricité. Donc ces serveurs-là nous coûtent moins cher. Le prix est souvent au minimum le même, voire plus bas. Donc ça coûte moins cher. Donc là où c'est bon pour votre portefeuille, c'est bon pour l'environnement aussi, parce qu'on consomme moins de watts d'électricité, moins de watts de refroidissement. Référence à ce que j'ai dit avant. Et donc mon message, notre message généralement, c'est de dire allez sur Graviton si vous avez la possibilité. Vous avez tout à y gagner, un meilleur ratio prix-performance, puis c'est meilleur pour votre facture à la fin du mois et c'est meilleur pour l'environnement. Ah ben merci pour ce petit conseil, hein. On a le côté prix, on a le côté performance, donc pour ceux qui nous entendent, ça peut être très intéressant. Donc on a eu le côté consommation, on a le côté amélioration, côté simplicité, par rapport justement pour rendre le travail, pour rendre tout ce qui est intégration plus facile. J'ai justement ce dont tu avais parlé, je l'avais vu au niveau de la présentation, au niveau du Raven, c'est-à-dire le fait que la communication puisse se faire plus facilement entre Athena et les autres équipements. Je crois qu'il parlait
c'est pas tellement du NoETL, mais je crois ils avaient utilisé un terme, je sais plus lequel. Je crois que c'était peut-être ça même, non? Ouais, le terme qui a été utilisé, c'est, 0 ETL. J'avoue que Voilà, c'est un peu marketing pour moi, donc je reste un peu à distance de ce terme-là pour le moment, tant que j'ai pas mis main dedans. Mais dedans. l'idée, c'est ça évidemment. Quand on parle avec des data scientists ou des data analysts, donc des gens qui traitent de la donnée, ils nous Mmh. disent quoi? On passe 80 du temps sur notre projet à déplacer de la donnée, la transformer et la préparer à faire d'autres choses, des choses intéressantes après. Et les choses intéressantes après, que ça soit de la IML ou de l'analytique plus classique avec Hadoop Spark, c'est 20 du temps du projet. 80 du temps du projet, c'est où est-ce qu'elle est ma donnée, comment je vais l'amener à l'endroit où elle doit être pour être traitée et comment je vais la nettoyer. Parce que, alors moi je suis pas du tout data scientist, je suis plutôt développeur, mais les quelques fois où j'ai essayé de faire des POC, des démos, etc., mon problème c'était mes datasets. On te dit tiens, il y a un dataset là, cool, tu vas le prendre. Et puis cette colonne-là qui est censée être tous des chiffres, tout d'un coup, tu as des NA ou des NaN, et pouf, ça, c'est pas des chiffres, c'est des lettres. Mais donc, tout ton pipeline de gestion tombe. Et puis, il y a des champs qui manquent, et puis il y a des champs où il n'y a pas les bonnes Faut valeurs, les où les dates sont nettoyer, pas tout formatées. ça. Mmh. Donc, tout ça, il faut nettoyer, il faut transformer, etc. C'est le rôle de l'ETL, extract, transform and load. On extrait les données d'une source, on transforme, on les nettoie, on les enrichit avec d'autres datasets, on fait des grosses moulinettes, et puis on les load dans un autre système où finalement on pourra faire l'analyse ou l'entraînement des modèles ou peu importe ce qu'on veut faire. Eh bien, ça, c'est 80% du temps d'un projet. Donc, si on peut s'attaquer à ce problème-là, faire du zéro ETL avec de l'intégration continue, par exemple, imagine qu'on puisse plugger S3 avec Redshift automatiquement, et automatiquement, quand il y a des fichiers qui arrivent sur S3, qui soient automatiquement importés dans Redshift. Tu vas me dire, c'était déjà possible. Oui, mais tu devais écrire du code pour le faire. Tu devais Exactement. écrire des pipelines d'ETL, justement, avec Glue, par exemple, Mmh. ou Data Wrangler sur SageMaker. Et là où l'idée, c'est d'aller vers quelque chose de plus automatique, de plus intégré. Alors, j'ai pris S3 et Redshift comme exemple, mais il y en a d'autres. Redshift et Spark, il y a Athena et Redshift, enfin voilà. Que tous ces systèmes-là se parlent ensemble avec le moins de configuration nécessaire. D'accord, donc en effet, c'est que comme tu dis, c'est pour pouvoir vraiment pour pouvoir limiter pour pouvoir simplifier le travail entre les différents services et pour pouvoir avoir quelque chose de facilement plus utilisable. Exactement, exactement. Un exemple, pour faire un petit deep dive sur un exemple. Je prends Redshift. Redshift, c'est un système de data warehouse. Donc, c'est une base de données conçue pour de l'analytics, pour faire des grosses queries, des scans complets de tables, etc. C'est une base de données orientée colonne, Mmh. euh, entièrement managée dans le cloud. Euh, C'est très bien pour analyser des données qui sont fortement structurées, table, colonne, c'est du modèle relationnel. Parfois, vos données sont moins structurées, c'est des fichiers, etc. Et pour ça, vous faites des clusters, comme je disais, avec Hadoop, avec Spark, donc un cluster qui va répartir des nœuds. Sur chaque nœud, il y aura un petit process qui va traiter une partie des données, puis on va mettre tous les résultats ensemble. Mmh. C'est ce qu'on appelle du map reduce pour arriver à coller toutes les données ensemble. Aujourd'hui, si vous avez besoin de traiter une partie des données avec Spark et une partie avec Redshift, c'est à vous de coder l'extract de Redshift pour mettre les données sur le cluster, coder le cluster et puis Tout un réimporter travail. les données. Une des annonces faites à re:Invent, c'est l'intégration de Redshift avec Apache Spark. Donc, il va être possible de faire tourner des jobs Spark directement sur un cluster Redshift, de manière à plus devoir déployer des données, enfin déplacer des données entre les deux systèmes. Vous aurez un runtime Spark directement dans Redshift qui peut travailler directement sur les données de Redshift. Ça, c'est un exemple, et on a eu au moins 4-5 autres comme ça. C'est vrai que c'est le fait que ce soit intégré, ça permet à des gens qui connaissent enfin, ensuite moi de mon côté, je ne suis pas du tout data scientist aussi, donc je tiens à prévenir, mais je pense que le fait que ce soit intégré, ça permet pour ceux qui utilisent Spark de pouvoir, justement utiliser plus facilement Redshift derrière. Ça permettra sûrement de pouvoir faire certaines choses de ce côté-là. Ouais, ou inversement, ceux qui utilisent déjà Redshift pour pouvoir se mettre dans le monde de Spark et faire du traitement additionnel qui aurait été compliqué à faire sans, ouais, avec Redshift tout seul, par exemple. Ouais. Non, mais c'est une bonne chose. J'avais aussi remarqué quelque chose, peut-être que tu pourras nous en parler, c'était le fameux, le service Q, c'est-à-dire avec les questions. Le fait que quelqu'un puisse justement que les personnes qui soient non techniques puissent justement poser des questions assez simples
pour interroger justement des services et pouvoir avoir des réponses avec beaucoup d'éléments qui sont intégrés. Ouais, l'idée de Q, c'est de mettre de la query par langage naturel, donc de la compréhension de langage naturel, sur un outil d'analytique. Donc ça vient se greffer. C'est une fonctionnalité d'Amazon QuickSight. QuickSight, c'est un outil de visualisation des données. On Mhm. disait tout à l'heure avec les simulations, et c'est bien d'avoir des données, c'est encore mieux si on peut les Les voir et les utiliser. partager. Donc typiquement au-dessus de Redshift ou au-dessus de Spark et des choses comme ça, vous allez mettre des outils qui permettent de créer des dashboards avec des beaux pie charts, des cartes avec des gros points, etc. Des choses que les gens non techniques peuvent facilement consommer pour raconter une histoire, parce que finalement les données ça raconte une histoire et donc il faut pouvoir montrer cette histoire. QuickSight Q s'améliore cette année. QuickSight Q, c'est un système qui permet d'interroger QuickSight, donc un dashboard, avec des termes en langage naturel. Montre-moi les ventes du troisième trimestre en Amérique du Nord. Mhm. Il va aller pêcher les données, les queries, pour ramener ce dashboard-là, ou ramener ce graphique-là dans Analytics, dans QuickSight, pardon, de manière à ce que les gens qui consomment ces données, puissent utiliser un langage naturel pour pouvoir interroger, plutôt que de cliquer, devoir filtrer sur des tas de paramètres et faire des drill down, etc., pouvoir utiliser un langage naturel pour interroger le système. D'accord, et c'est vrai que ça rentre dans cette idée de simplicité, d'utilisation pour tout le monde. Et comment dire ça? Est-ce que justement le but au final, hein, c'est vraiment de rendre les choses le plus simple possible pour que n'importe qui puisse utiliser? Ou est-ce que ça restera quand même toujours, il y aura toujours une partie où les personnes spécialisées pourront toujours, régler les choses? Je crois qu'il faut les deux, mon général, mon commandant. Euh, L'informatique touche la vie de tout le monde, Mmh. depuis ma maman jusqu'à mes enfants, des gens qui sont absolument pas techniques nécessairement. Ça touche et ça impacte notre vie. Donc, au plus on peut simplifier pour que les outils soient simples à utiliser, au mieux c'est. C'est un objectif de diversité, d'inclusion, qu'il n'y ait pas de personnes qui se sentent exclues. Voilà, mettre des outils faciles à utiliser dans les mains de tout le monde. Pour ce faire, il faut souvent cacher une complexité énorme, parce que derrière ces systèmes-là, et au plus ils sont simples à utiliser, souvent au plus c'est compliqué Mmh. en interne. Et donc je pense qu'il faudra les deux dans le futur, mais ça c'est mon avis à moi. Il faut d'un côté des outils extrêmement simples pour être accessibles par le plus grand nombre, et puis pour des tâches spécialisées, là où il y a de la vraie complexité, il faudra garder des experts techniques capables de comprendre et de manager cette complexité. Moi, je viens du monde du développement. Si je prends une analogie, on voit le low-code pour le moment, et certaines personnes disent ouais, ça va tuer les développeurs. Plus récemment, avec ChatGPT, on voit aussi plein de messages qui disent oh, ça va tuer les développeurs, parce que ChatGPT, c'est un système d'intelligence artificielle. Je faisais encore un test hier soir. Je lui dis génère-moi du code pour calculer une année bissextile en Java, et pouf, ça me pond la fonction qui est correcte. Et il me l'explique en plus. Il me dit l'algorithme, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis en follow-up, je lui dis ok, crée-moi les tests unitaires pour cette fonction. Et pouf, Oh là il me là! sort les tests unitaires. J'aurais été paresseux, j'aurais pu copier-coller dans mon Mmh. code. Donc ça pose des questions. Mais enfin, on sort de Reinvent ici, mais plus philosophique. Mmh. Est-ce que des systèmes informatiques peuvent nous remplacer, nous les humains, pour des tâches? Et oui, de plus en plus pour des tâches simples et répétitives, mais il y a des tâches plus subtiles, plus complexes, où je pense qu'il faudra toujours de l'expertise. Et le low-code, pour revenir à cet exemple-là, c'est un bon exemple pour mettre la possibilité de créer des applications dans les mains de plus en plus de gens, comme on le faisait Mmh. peut-être déjà avant avec des macros sous Access ou Excel ou des choses comme ça. Mais il y aura toujours des systèmes plus complexes qui nécessitent j'allais dire des vrais développeurs, bah, excusez-moi pour ça, mais des développeurs de formation ou de carrière derrière. Donc oui, oui et non, il faut les deux. Même si on y a toujours une simplification, on aura toujours besoin aussi d'une spécialisation. Donc, il y aura toujours de quoi faire. Je pense, largement. Et en termes de ces pour le troisième thème, en termes de justement en termes de simulation, justement, comme tu nous as expliqué tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment retenir? Parce que tu nous as parlé justement du fait qu'il y avait que comment dire ça? Que Epic travaillait justement avec AWS. Ils avaient même sorti quelque chose d'intéressant avec le téléphone pour pouvoir scanner certains objets 3D.
Il y avait pas mal de choses que j'avais vues Ah qui ouais, j'ai étaient pas vu ça, intéressantes. ouais. Mmh. Mmh. Mais grosso modo, justement, en termes de communication et de développement dans une échelle horizontale, entre guillemets, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus par rapport à ça? De simulation, pas beaucoup plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a ce nouveau service SimSpace Weather qui est disponible. De Mhm. communication, beaucoup. Et on a un service qui n'est pas le plus connu d'AWS, mais qui continue de s'enrichir d'année en année, notamment lors de reInvent, qui s'appelle Amazon Connect. L'histoire d'Amazon Connect, c'est amusant, c'est un call center à ce service. Donc avec Amazon Connect, vous pouvez faire un plateau de gens qui répondent aux appels de vos clients ou qui émettent des appels Ah! vers vos clients sans devoir investir dans l'infrastructure. Les agents reçoivent une interface web, ils reçoivent les appels sur leur interface web, ils peuvent parler, ça s'intègre avec vos contact center, vos customer management, le système de ticketing, etc. Et l'administrateur du système peut définir le flux de routing des appels. Tu sais, il y a un appel qui rentre, il y a une petite musique, bienvenue, vous êtes en attente, blablabla. Et puis définir dans quel queue, de quel opérateur, enfin, ou de poser des questions. Si vous appelez pour ça, appuyez sur 1. Si vous appuyez pour ça, appuyez sur 2. Puis en fonction des réponses, envoyer les appels dans des queues d'opérateurs physiques, de personnes qui vont prendre des appels. Et tout ça, ça tourne dans le cloud. C'est la technologie qu'Amazon a développée pour elle-même, pour les call centers d'Amazon.com, qu'on met en disposition en marque blanche, enfin sous le nom Amazon Connect pour les clients. Et là aussi, il y a de l'intelligence artificielle qui s'ajoute et d'année en année, on voit des nouveaux trucs apparaître, notamment lors de la conférence reInvent. Je suis en train de chercher l'annonce de cette fois-ci. Ah oui, c'est ça. Il y a 2 annonces, c'est la possibilité. On avait déjà la possibilité d'analyser un call après le call, pour détecter quels sont les sentiments, si le client est plutôt fâché, plutôt content, et Ça cetera. détecte tout ça? Ouais, et on faisait ça en batch après le call, quand les calls sont enregistrés évidemment, Mhm. pour des questions de training, d'audit, de supervision, typiquement training, comment gérer un client mécontent. Ben, le système est capable d'analyser qu'à partir de la minute 3, là, le ton change, l'humeur change, etc. Et une des annonces qu'on a fait maintenant, c'est qu'on va pouvoir le faire en real time. Ça veut dire que Eh ben, le superviseur d'un plateau pourrait avoir un dashboard où il dit attention, l'agent 3, là, il est en contact avec un client mécontent, il a peut-être besoin d'aide, et donc ça permet de pouvoir assigner un agent plus senior ou même le superviseur qui pourrait rentrer dans la conversation ou donner des indications par chat à l'agent sur la manière de gérer la relation avec le client. Donc l'analyse de sentiments en temps réel dans une conversation avec des call centers. Et l'autre annonce qui a été faite à reInvent sur Connect, c'est aussi de l'intelligence artificielle pour faire de la planification et du capacity planning pour des agents. Combien d'agents je vais avoir besoin dans telle langue le samedi matin de telle heure à telle heure et le dimanche matin de telle heure à telle heure. Donc sur base des données historiques, le système peut apprendre et peut vous donner une guidance pour vous aider à planifier vos équipes dans le futur. Je trouvais ça super intéressant. c'est vrai que c'est énorme, c'est quasiment c'est un call center, bah, c'est ça, hein, c'est un service client clé en main. Bah, on fournit pas les agents, Voilà. mais toute la technique pour le faire, oui, exactement. Il y a absolument rien à installer. Il faut pas aller brancher des lignes téléphone dans votre building et trafiquer des PBX et des trucs comme ça et installer des postes. Ça a permis aux hôpitaux de Paris, par exemple, à la PHP, de pouvoir travailler en remote du jour au lendemain, au moment du premier confinement, de la première crise Covid. Sur l'espace d'un week-end, le système a été installé, configuré. Alors là, c'était pas pour un scénario de call d'entrée, c'était des calls de sortie. C'est à l'époque, si vous vous souvenez, ils appelaient les gens qui étaient des cas contacts pour dire attention, vous avez été cas contact, vous devez vous isoler, Mhm. etc. Donc il a fallu une énorme plateforme d'appels pour appeler, pour faire des milliers d'appels par jour, avec des gens qui pouvaient pas aller travailler physiquement dans un bureau. Donc il fallait leur donner un outil distant pour faire ces appels-là. Ça a été mis en place en 3 jours et la PHP a pu lancer cette campagne d'appels grâce à Amazon Connect. Ah, mais j'avoue, c'est énorme, hein. C'est pas mal du tout. Justement, moi, j'avais un passé justement dans tout ce qui était centre d'appel et c'était quelque chose qui était vraiment très lié au centre lui-même. C'est-à-dire que quand on travaillait dans ces endroits-là, c'était bon, c'était bien avant le Covid, hein. Mhm. Il y avait vraiment déjà, on n'avait pas de PC portable et il y avait vraiment pas d'idée de Travailler à mise sur le distance. cloud de ce type de Ouais. service. Et là, en effet, ça permet ça, comme tu dis, hein, ça permet à des gens
de pouvoir faire leur travail au niveau de tout ce qui est appel, réception et émission d'appels d'ailleurs et que tout soit géré côté cloud. Parce qu'avant, c'était lié à des lignes téléphoniques qu'il fallait physiquement amener dans un building, il fallait un central, il fallait un PBX, etc. Plusieurs. Maintenant, avec SIP et ce genre de technologie, on route des appels audio sur le cloud, sur n'importe quel poste qui est connecté en TCP/IP. Ouais. Ah non, j'avoue, c'est pas mal du tout. Bah, en tout cas, merci aussi pour toutes ces, pour toutes Des ces anecdotes. informations. C'est l'anecdote. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que tu permets de rajouter justement des petites informations qui permettent d'en savoir plus et que même si toutes les personnes qui souhaiteraient faire des recherches ne trouveraient pas forcément. Et ça permet d'agrémenter la discussion et de pouvoir, Tout ce que je cite est public, hein, c'est de l'information publique, je ne voilà, dévoile oui, aucun secret. toujours. Si jamais il y a quelqu'un d'AWS, PR qui nous écoute, ce sont toutes des références publiques. Public. Ah, ça, c'est clair. Et pour toi, justement, par rapport à ça, quel a été ton moment fort à ce Revent pour toi? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, j'avoue en tant qu'employé AWS, Reinvent, c'est beaucoup plus intense que ce que c'est en tant que client, puisque moi, j'avais une dizaine de blogs à publier. Mais enfin, ils étaient déjà écrits quand j'ai embarqué pour Las Vegas. J'avais une session, Mmh. on parlait des feature flags, donc la possibilité de découpler du release de code avec du release de fonctionnalités. Une session qui a eu lieu 2 fois, donc 2 fois j'étais sur scène devant 300-400 personnes pour parler de ça. J'ai fait un workshop aussi, où on parlait de développement d'applications mobiles, donc ça c'est des moments c'est personnel, mais c'est des moments forts quand on est sur scène face à plusieurs centaines de personnes, en Mmh. anglais, dans le contexte de Reinvent. Maintenant, en tant que spectateur de Reinvent, moi ce qui m'a impressionné le plus, alors c'est peut-être pas une grosse annonce comme ça, c'est un petit truc qui est passé un peu à côté, un peu discret, mais qui montre vraiment ce customer obsession d'AWS et ce que je disais au début, 90% de la roadmap est drivée par des demandes clients. On offre maintenant la possibilité aux clients de gérer leurs clés de chiffrement chez eux. Alors je dois mettre un peu de contexte. Mmh. Sur AWS, vous mettez des données, donc que ça soit sur S3, sur EBS, etc. Souvent, pour des raisons de compliance, vous exigez, vous avez bien raison, que les données soient chiffrées au repos. C'est ce qu'on dit. Encrypting at rest, ça veut dire que les bits et les bytes qui sont physiquement enregistrés sur les disques durs dans les data centers d'AWS sont chiffrés. Et ça se fait souvent de façon transparente par le service. Amazon S3 fait ça automatiquement. Vous lui envoyez votre fichier en clair et il va le chiffrer avant de le stocker dans nos data centers. Mmh. Les volumes EBS qui sont attachés à vos virtual machines, donc les disques de votre virtual machine, même chose. Vous dites je veux que le disque soit chiffré et automatiquement ça se chiffre. Mais pour chiffrer, il faut une clé, évidemment. Donc il va y avoir une clé pour S3, une clé pour EBS, etc. Et ces clés elles-mêmes, elles sont chiffrées par une clé maître que vous contrôlez. Donc jusqu'à présent, vous pouviez utiliser un service, vous pouvez encore le faire maintenant, qui s'appelle KMS, Key Management Service, Mmh. pour définir des clés maîtres. Ça va être ma clé maître pour tel domaine d'application. Et vous pouvez définir de façon extrêmement granulaire qui ou quel service a accès à cette clé maître pour générer ce qu'on appelle des clés data, donc des clés spécifiques à des services, la clé S3, la clé EBS, etc. D'accord? Tout le monde est avec moi jusque-là? C'est bon, jusqu'ici, on n'est pas Jusqu'ici, tout perdu. va bien. Euh, Certains de nos clients, et c'est surtout européens, c'est pour ça que je trouve enfin, que ça m'a marqué, parce que c'est pas une demande qui vient du monde entier, c'est une demande qu'on va trouver beaucoup en France, en Allemagne et dans d'autres pays européens. Certains de nos clients dans des industries extrêmement régulées, des industries financières, certaines agences gouvernementales, etc., vont nous dire je ne fais pas entièrement confiance à AWS pour la gestion de ces clés, et je voudrais que cette clé maître, elle soit sous mon contrôle complet, dans du matériel chez moi, dans mon data center, dans ma cave, un truc que je peux toucher, que je peux contrôler, etc., etc. Mmh. Euh, Ce qui est aberrant, c'est, alors on parle rarement de nos compétiteurs, mais nos compétiteurs permettent de le faire depuis quelque temps déjà. Et c'est un truc que nous ne permettions pas et qu'on vient d'annoncer à Reinvent, la possibilité pour un client de dire, OK, pour tel groupe d'applications, la clé maître, je vais la mettre dans un hardware security module, donc un module de stockage sécurisé de clés, sous mon contrôle. Je vais acheter du matériel
chez Thales, par exemple, pour citer un fabricant européen. Et je vais Mhm. mettre cette clé maître et je vais configurer le service KMS, le service de gestion de clés AWS, pour qu'à chaque fois qu'il ait besoin d'une clé maître, plutôt que d'utiliser la sienne, Il il va fasse utiliser une celle requête, de... un Mhm. appel API vers mon HSM que je contrôle moi. Alors évidemment, il faut mettre un truc entre les deux, ce qu'on appelle un proxy. Globalement, c'est une implémentation de l'API KMS qui va recevoir l'appel qui vient du service KMS et qui va traduire cet appel dans whatever API est propre au HSM du client, le Thales par exemple. Et ce proxy, c'est un point additionnel de contrôle. Vous pouvez vraiment vérifier les appels qui passent là. Donc, vous pouvez prouver à vos auditeurs que uniquement S3 ou uniquement EBS a fait des appels pour cette clé-là, quand il les a fait, comment, etc., etc. Et si jamais vous voulez, pour une raison quelconque, couper le service, vous Mhm. arrêtez le proxy, vous fermez le firewall de votre côté, et vous avez la garantie que plus aucune des données chiffrées avec avec des clés dérivées de cette clé maître ne puisse être exploitée, même si elles tombent dans des mains mal intentionnées, qu'elles soient gouvernementales ou les mains d'AWS. Enfin, on ne sait pas. C'est surtout pour de la compliance, hein, c'est pas vraiment pour de la sécurité. Mhm. Le delta, l'incrémental de sécurité est quasiment nul avec ce truc-là, mais ça donne un cadre de contrôle d'accès aux clés que vous pouvez prouver à vos auditeurs si vous êtes dans une industrie super régulée où vous devez pouvoir montrer qui accède à vos clés. Et je trouvais intéressant ça parce que ça change beaucoup de choses. D'abord, ça permet, en termes de souveraineté, de contrôler. Vous pouviez déjà contrôler où vous mettez vos données, évidemment. Vous pouvez déjà contrôler qui accède vos données. Vous pouviez déjà contrôler si les données sont chiffrées ou pas et voir qui accède à la clé dans KMS. Maintenant, vous avez une petite couche en plus qui permet de déporter la clé chez vous et de vraiment prouver à vos auditeurs ou de contrôler avec une politique d'accès en plus au niveau du proxy euh, qui accède, qui au sens large, hein, ça peut être un service, une personne, qui accède à la clé que vous stockez chez vous. Mais, et je Mhm. termine. Il y a toujours un mais. Ah oui, mais ça vient à un coût terrible, pas un coût monétaire, mais un coût de responsabilité. Là où AWS est responsable pour que KMS soit un service qui tourne 24 sur 24, 7 jours sur 7. À partir du moment où vous mettez la clé chez vous, vous devenez responsable pour que le service tourne Exactement. 24 sur Mhm. 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire que le proxy doit être hautement disponible. Les lignes réseau entre AWS et chez vous doivent être disponibles. Toute votre infrastructure réseau doit être redondante. Votre HSM doit être redondant. Parce que si jamais ce service n'est pas disponible, ou trop lent, si la latence est trop lente, KMS va faire un timeout ou KMS va dire désolé, je ne peux pas y accéder. Et donc, ça veut dire que ce que vous chiffrez dans le cloud AWS ne sera plus accessible. Ça peut être des VM, ça peut être des fonctions lambda, ça peut être DynamoDB, ça peut être S3, mais plus accessible du tout. Et Mhm. pire, si vous perdez la clé, imaginez, il y a un incendie dans vos data Ouais. centers, il brûle, vous perdez la clé, vous n'aviez qu'un HSM, vos données sont perdues. On peut rien y faire. On dit toujours dans le cloud, il y a une responsabilité partagée entre le client et AWS. Et là, la ligne de démarcation, la frontière de responsabilité partagée, Mhm. se déplace terriblement vers le client. Et donc, c'est une contrainte opérationnelle tellement énorme que je vois très peu de cas où finalement les clients devraient utiliser ça. Et en fait, c'est marrant parce que c'est le seul service où j'ai contribué au lancement de ce service-là, où le project Mhm. manager me disait il faut surtout pas inciter les clients à utiliser ce service-là. On veut pas qu'ils les utilisent. La plupart du temps, je répète ce que j'ai dit, mais c'est super important, le delta d'incrément de sécurité est tellement faible par rapport aux contraintes opérationnelles que ça met de votre côté que ça Mhm. vaut pas la peine. Donc voilà, réfléchissez-y à 2 fois, mais techniquement c'est possible et j'aimais bien la simplicité de la solution d'un proxy à déployer, un HSM et voilà. Désolé, elle était un peu D'accord. longue la réponse. Non, non, mais au contraire, parce que c'est un sujet qui revient souvent dans beaucoup, dans beaucoup d'interviews à la télévision et autres, sur le fait de pouvoir sécuriser soi-même ses données. Et là, tu nous permets de savoir que c'est possible, qu'il y a une solution, mais attention à cette solution, qu'il faut savoir choisir les différents cas précis. Et tu nous apportes même l'implémentation qu'il y a derrière, donc comment ça fonctionne. Donc du coup, encore merci Sébastien. Là, de ce côté, ça nous a permis d'avoir un panel sur cette annonce cette année de re:Event, sur les différents thèmes qu'il y a pu y avoir. Et on a pu avoir aussi ton avis sur certaines, faire profiter les gens justement de tes différentes actions. Est-ce que tu veux justement pouvoir nous parler
de ce que tu fais, de ton blog, de tout ça, voilà. Pour qu'on puisse au moins savoir un peu plus sur toi et que tu puisses justement nous parler de toi. Ah, si vous voulez avoir plus d'histoires dans le genre, il y a 2 endroits où vous allez me trouver régulièrement. La première, c'est le blog AWS News, ce qu'on appelle le blog de Jeff Barr pour les plus anciens dans AWS. Donc Jeff Barr, c'est un monsieur qui a commencé un blog pour dire tiens, on a sorti un truc, ça s'appelle EC2, peut-être que ça serait utile pour vous. C'est marrant de relire d'ailleurs ce premier blog post là, il y a 16 ou 17 ans. Et depuis, il n'a pas arrêté d'écrire des blogs pour annoncer des nouveautés sur AWS. Le monsieur a écrit plus de 3000 blogs. Maintenant, il est plus tout seul, on est 6-7 autour de lui à écrire avec lui pour couvrir l'actualité AWS, et j'ai la chance de faire partie de cette équipe-là. Donc vous retrouverez, vous tapez AWS Newsblog dans votre moteur de recherche favori et vous verrez les blogs de mes collègues. Et moi, c'est un très bon endroit pour rester au courant de ce qui se passe sur AWS, pour apprendre ce qui se passe, parce que les blogs sont plutôt techniques, c'est pas juste une annonce marketing, on fait une petite démo avec des screenshots, on vous explique pourquoi, comment, etc. Et donc voilà, sans lire toute la doc, c'est un moyen rapide de se tenir au courant. Et puis pour les gens qui aiment bien les podcasts audio, et nous sommes dans un podcast audio, donc je suppose que parmi nos auditeurs, il y a des gens qui aiment bien les podcasts audio, et désolé, j'ai déjà mentionné une fois, je fais un podcast audio également qui rentre dans sa 5e année maintenant. Il est un grand garçon, il a toutes les semaines, je parle d'AWS en français dans un podcast qui s'appelle le podcast AWS en français. Tapez bien en français dans votre engin de recherche, sinon vous allez trouver le podcast en anglais, qui est peut-être moins utile pour vous. Plein d'auditeurs de partout en francophonie, c'est ça que j'aime bien. J'ai des retours du Sénégal, du Rwanda, du Québec, Suisse, Luxembourg, Belgique, France évidemment, mais pas que. Et une semaine sur deux, ce sont juste moi qui commente les nouveautés AWS. Voilà, j'essaie de trouver ce qui est intéressant pour les développeurs. Je peux pas tout commenter, donc j'ai un biais vers les développeurs. Et puis, une semaine sur deux, c'est des retours d'expérience avec des clients qui me racontent leur histoire, ce qui me permet de raconter des histoires maintenant, évidemment aussi, parce que je les retiens. Et j'interviewe des clients pour qu'ils expliquent ce qu'ils font avec AWS, et c'est chaque fois assez intéressant, surprenant, comment on crée une mutuelle from scratch, à partir d'une page blanche, comment on fait des gros clusters d'analytiques quand on fait la plateforme Salto, par exemple, la plateforme de TV à la demande, qui est disponible en France, et puis des tas d'autres cas d'utilisation comme ça, depuis la petite start-up jusqu'au grand groupe du CAC 40. Ah ben c'est parfait. Donc merci à toi, Sébastien. Encore merci. Merci Lionel de m'avoir invité, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à tous, et à bientôt pour un nouvel épisode de Because. Le podcast est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.